Exercice 1. On verse dans un ballon 1 de volume 2200 ml de réactif, 100 ml d'acide et 10 ml d'alcool. Dans un ballon 2 de même volume, on verse les mêmes réactifs, 100 ml d'acide et 10 ml d'alcool. On chauffe les deux ballons jusqu'à ébullition. Puis, on suit l'évolution de la réaction chimique en fonction des temps. Qu'observe-t-on? Une réaction plus rapide dans le ballon 1, une réaction plus rapide dans le ballon 2, un plus grand rendement dans le ballon 1. Donc, les facteurs cinétiques sont la température et la concentration qui n'ont pas changé, donc la vitesse ne changera pas. Ce qui va changer, c'est le rendement. Exercice 2. Parmi les propositions suivantes, trouve celle qui est fausse. Il n'y a que deux facteurs cinétiques. Pour réduire la vitesse d'une réaction, on doit augmenter la concentration de l'un des produits de la réaction. Le catalyseur permet d'augmenter la vitesse de certaines réactions. Exercice 3. On considère la réaction chimique modélisée par l'équation suivante. Pour diminuer la vitesse de cette réaction, il faut diminuer la concentration en eau oxygénée, augmenter la concentration en eau oxygénée, augmenter la concentration en ion iodure. Donc la diminution de la vitesse nécessite une dilution ou un abaissement de température. Pour calculer la vitesse volumique d'une réaction, on utilise la relation donc la relation juste est V est égal à 1 sur V dx sur dt. La vitesse initiale d'une réaction est nulle, minimale, maximale. Donc au départ, les concentrations sont maximales. Donc la vitesse est maximale. Complète les trous avec les mots qui conviennent. L'expression de la vitesse volumique d'une réaction est donnée par la relation qu'on vient de voir, où V représente le volume et xt l'avancement de la réaction. La vitesse volumique initiale est maximale. Elle tend vers le zéro en fin de transformation. Pour déterminer graphiquement la vitesse en un instant t, à partir de la courbe x est égal à f de t, on trace la tangente à la courbe en cet instant, puis on trouve la valeur de son coefficient directeur. Pour déterminer la valeur des demi-temps de réaction à partir de la courbe x est égal à f de t, il faut chercher la valeur de l'avancement final, puis on recherche l'abscisse t1,5 correspondant à x final sur 2. Exercice 7, vrai ou faux? La vitesse volumique initiale d'une réaction chimique est nulle, donc on vient de voir qu'elle est maximale. La vitesse volumique augmente en fonction de temps, c'est faux. La concentration des réactifs diminue, donc la vitesse diminue avec le temps.
La vitesse volumique exprime les variations de l'avancement de la réaction. C'est vrai puisque l'expression contient dx sur dt. Plus les concentrations des réactifs sont grandes, plus le temps de demi-réaction est grand. Donc c'est plutôt l'inverse. Si l'avancement maximal est atteint à l'instant t, alors le temps de demi-réaction est t sur 2. Donc rien à voir, le temps de demi-réaction correspond à x finard sur 2. Exercice 8, on étudie l'hydrolyse de l'ester. Donc l'hydrolyse, on verra cette réaction, on étudiera cette réaction en fin d'année. On étudie l'hydrolyse de l'ester HCOOC2H5 qui est modélisée par l'équation. Donc l'hydrolyse, c'est une réaction entre un ester et l'eau. Donc ça ne nous intéresse pas pour l'instant, on a une équation. Donc on prépare 100 ml de la solution aqueuse de l'ester et on les fractionne en parts égales sur des tubes A et C. Les tubes sont déposés dans un bain de température 50 degrés C et après chaque 10 minutes, on prend un tube et on le refroidit. On dose l'acide formé, donc il y a formation d'un acide, donc on va doser cet acide formé dans ce tube à l'aide d'une solution de soude ou hydroxyde de sodium. De concentration CP0,5 mol par litre. On mesure le volume VE nécessaire à l'équivalence et on obtient les résultats suivants. Donc on a les résultats des dosages à 0, on n'ajoute rien. Donc après des minutes, pour avoir l'équivalence, on a ajouté 4,1, etc. Question 1. Écrire l'équation de la réaction de dosage. Cette réaction est-elle rapide ou lente? Donc, c'est une réaction acido-basique. L'acide réagit avec la base. Il y a échange de protons qui va de l'acide à la base. Et on obtient HCOO- plus H2O. Donc, H de l'acide plus le OH. Bon, la réaction de dosage est toujours rapide, doit être rapide. Question 2. Exprime la quantité de matière d'acide formée en fonction de VBE. À l'équivalence, le titron et le titré disparaissent. Si on établit un tableau d'avancement, on démontre qu'à l'équivalence, on a N, la quantité de matière de l'acide, est égale à la quantité de matière de la base, NOH, qu'on exprime avec CP-VBE. Déduis le tableau qui représente l'avancement XT de la réaction d'hydrolyse en chaque instant. Déduis la date où la réaction prend fin. Donc si on établit un tableau d'avancement de la réaction d'hydrolyse, on constate alors que XT est égal à un acide. Donc XT est égal à CP-VBE. Bon, il y a une partie de la question à laquelle on n'a pas répondu, donc le tableau. Donc XT se stabilise à 120 minutes. Donc on constate là qu'à 120 minutes, la valeur de XT ne change plus. Elle reste égale à 5,7 millimoles. Bon, pour le calcul de X, on a appliqué cette relation CP fois VPE. Question 4. Trace la courbe XT est égale F de T.
Donc, la courbe, l'axe des temps, l'axe des quantités ou plutôt de l'avancement de la réaction, l'échelle, et on pose les points. On relie le point, on obtient la courbe xt égale f de t. Question 5. Détermine la valeur de la vitesse volumique de la réaction d'hydrolyse en mol litre moins 1 seconde moins 1 à la date t égale 20 minutes. Donc pour déterminer la vitesse, on procède comme suit. On trace la tangente à la date 20 minutes. Donc on a 20 minutes là. On trace la tangente et on détermine le coefficient directeur de cette droite. Donc le coefficient directeur A qui est égal à dx sur dt. Donc on prend deux points A et B. On trouve 5,5 moins 1,5 sur 60 moins 0. Donc le coefficient directeur est égal à 0,067 millimoles par minute. Et quand V est égal à 1 sur V dx sur dt, il suffit de remplacer. On a un volume de 10 ml pour chaque tube. Donc ça nous donne 6,7 millimoles litre moins 1 minute moins 1. Mais la question demandait que la vitesse soit exprimée en mol litre moins 1 seconde moins 1. Donc on doit convertir. Donc pour passer des millimoles au mol, il suffit d'enlever le m et le remplacer par 10-3. Minute, 1 sur minute. La minute c'est 60 secondes, donc c'est 1 sur 60. Soit en fin de compte, on trouve une vitesse de 1,1 10-4 mol litre moins 1 seconde moins 1. Exercice 10. À la date t est égale à 0, on verse dans une solution aqueuse d'iodure de potassium de l'eau oxygénée et un peu d'acide sulfurique concentré. Le volume de la solution est alors de 150 ml. Les ions iodure sont oxydés par le peroxyde d'hydrogène selon l'équation. Une méthode appropriée permet de suivre l'évolution de la concentration de I2 dans le mélange, dont la température et le volume restant restent constants. Les résultats sont rassemblés dans le tableau suivant. Donc on a le temps et les concentrations. Question 1. Établis le tableau d'avancement et exprime les quantités de matière en fonction de l'avancement. Bon, le tableau d'avancement, comme d'habitude, on a l'équation. Donc à l'état initial, on ne connaît pas les quantités de matière à l'état initial, donc on va mettre des lettres N1, N2, N3. Là, c'est un produit qui n'a pas encore apparu, donc sa quantité de matière à l'instant 0 égale 0. On a une solution aqueuse, donc l'eau est en excès. Donc, on utilise les coefficients, donc coefficient 1, coefficient 2, coefficient 2, coefficient 1, et là c'est en excès. Donc la même chose, il suffit de remplacer le x par le x max. Donc on nous demande les quantités de matière en fonction de la concentration. Donc
D'après le tableau, on a NT est égal NT2 H2O2 est égal N1 X1. De même pour H plus, I moins. Donc on a les quantités de matière en fonction de l'avancement de la réaction. Question 2. Calcule l'avancement X pour les différentes dates des tableaux et trace la courbe représentative X égale F de T pour T entre 0 et 30 minutes. Échelle 20 minutes à 0,2 mmol par centimètre. Donc l'avancement X pour les différentes dates. D'après le tableau, on a X égale N de T. Et N est égal à la concentration fois le volume. Donc on rappelle que la concentration, c'est la quantité de matière sur le volume. Donc N est égal à concentration fois volume. Donc il suffit de remplacer. Donc on a un volume de 150 ml. Donc concentration fois 0,5. Donc, et on trouve le tableau pour X. Donc la courbe. Échelle comme d'habitude. Donc on constate que la courbe est presque parallèle à l'axe des abscisses. Définit la vitesse volumique de la réaction et détermine la date. Détermine-la. Bon, définit la vitesse volumique de la réaction et détermine-la. Aux dates T1, T égale 0 et T égale D minutes. Donc V est égal 1 sur V dx sur dt. Pour T égale 20 minutes, on a dx sur dt. Donc il suffit de tracer la tangente et déterminer le coefficient directeur de cette tangente. Donc on trouve une valeur de 3,83 10 à la puissance moins 7 mol par seconde. Donc en remplaçant, on trouve une vitesse de 2,5 10 à la puissance moins 5 mol litre moins 1 seconde moins 1. B, que peut-on dire de la vitesse à la date t égale 100 minutes? Donc on a vu tout à l'heure que la courbe devient parallèle à l'axe à partir de 60 minutes. Donc il n'y a plus de variation de x, soit dx sur dt est égal à 0. Je rappelle que le dx représente une variation. Donc x ne varie plus, donc dx est égal à 0. Soit dx sur dt est égal à 0. Par conséquent, à 100 minutes, la vitesse est nulle. Question C. Comment expliques-tu simplement l'évolution de la vitesse? Donc, on n'a pas calculé la vitesse à 0 pour faire une comparaison, mais on vient de dire que la vitesse s'annule en fin de réaction. Donc, elle passe de 2,5 10-5 à 20 minutes et elle passe à 0 après 60 minutes. Donc la vitesse diminue. Pourquoi elle diminue? Parce que les concentrations des réactifs diminuent. Donc on rappelle que les concentrations sont des facteurs cinétiques. Une diminution de concentration entraîne une diminution de la vitesse. Donc pourquoi les concentrations diminuent? Parce que les réactifs réagissent entre eux pour donner des produits.
Exercice 11. En solution aqueuse, l'acide nitreux HNO2 est peu stable et se transforme lentement en acide nitrique H3O+, plus NO3-, avec dégagement de monoxyde d'azote NO. L'équation de la réaction est le suivi de la réaction pour une solution d'acide nitreux de concentration C0 a permis d'établir les courbes Donc la courbe en bleu, c'est pour l'acide, et la courbe en rouge, c'est pour le l'ion nitrate. Donc bleu, c'est l'acide, donc il y a diminution de la concentration de l'acide. Et comme l'ion nitrate est un produit de la réaction, il y a augmentation de sa concentration. Question 1. Établis le tableau d'avancement et exprime les concentrations de HNO2 et NO3- en fonction de C0, XT et le volume. Donc, d'après le tableau d'avancement, on a vu que la quantité de matière de l'acide est C0V moins 3X. Donc, il suffit de diviser par le volume et non la vitesse, divisé par le volume pour avoir la concentration en acide. Donc si on sépare cette fraction, on aura C0V sur V, donc les V se réduisent, il nous reste le C0. De l'autre côté, on aura moins 3X sur V, donc on les garde, moins 3X sur V. De même, pour l'ion nitrate, sa quantité de matière est égale à X, il suffit de diviser par V. A. Définir la vitesse volume de la réaction montre que l'on peut déterminer à partir de chacune des courbes. On peut la déterminer à partir de chacune des courbes. Donc la vitesse, on vient de voir son expression V est égal à 1 sur V dx sur dt. D'après le tableau d'avancement, on a la quantité de matière de l'acide est égale à C0 V moins 3X, soit une concentration égale à C0 moins 3X sur V. Donc on l'a démontré en haut, il est là. Par dérivation, donc la dérivation c'est la variation par rapport au temps, donc d de la concentration sur dt. Donc d de la concentration sur dt est égal à d de tout ça sur dt. d C0 sur dt. C0 c'est une constante, elle ne varie pas, donc sa variation est égale à 0. De l'autre côté, on a d de 3x sur v sur dt. De même, le volume c'est une constante, le volume de la solution ne change pas, donc on peut le sortir. Donc on obtient en fin de compte moins 3 sur v dx sur dt. Par conséquent, v est égal à 1 sur v dx sur dt. Donc il suffit de sortir le dx, ou plutôt il suffit uniquement de déplacer le 3 et le moins pour avoir l'expression de la vitesse. Pour la vitesse, on doit avoir la 1 sur v et il faut enlever le moins. Donc on va déplacer le 3 et le moins. Et on aura 1 sur 3, moins 1 sur 3, d de la concentration sur dt. Donc le d sur dt, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe bleue. Donc il suffit de déterminer le coefficient, tracer le coefficient, plutôt tracer la tangente et déterminer son coefficient directeur, et ainsi on peut calculer la vitesse. Il suffit de multiplier par moins 1 et diviser par 3 pour avoir la vitesse.
Même chose pour l'ion nitrate, on a vu que sa concentration est égale à X sur V. Donc si on dérive, si on fait une dérivée par rapport au temps, on aura dx sur dt et 1 sur v à l'extérieur. Donc la dérivée de ça est égale à la dérivée de ça, donc on a directement la vitesse par la dérivation de la concentration en fonction du temps. Bon, question B, détermine la vitesse initiale. Donc il suffit de tracer la tangente à la date t égale 0 et déterminer son coefficient directeur, comme on a vu sur les précédents cas. Question 3a, détermine la date t1 à laquelle les deux courbes se coupent. Quelle est la composition des mélanges en cet instant? Donc, on va revenir aux courbes pour déterminer la date où ils se coupent. Donc, les deux courbes se coupent à cette date. Il suffit d'utiliser l'échelle pour avoir sa valeur, qui est de 32 heures. Donc, que représente ce point d'intersection? C'est la date où la concentration de l'acide est égale à la concentration du nitrate. Donc, même date, même concentration. Donc, on a les concentrations des deux espèces. Donc, on était à la question 3a. La date, on l'a vu, c'est 32 heures. Quelle est la composition de mélange en cet instant? Donc, comme on l'a vu, les concentrations de l'acide et de l'ion nitrate sont égales. Et on démontre qu'elles sont égales à 0,14. Et d'après le tableau d'avancement, la quantité de matière de H3O+ est égale à la quantité de matière de NO3-. Donc, elles auront les mêmes concentrations. Donc, comme ça, on a déterminé les concentrations des trois espèces en solution. Question 3b, détermine la vitesse volumique de la réaction à T1. Donc la même chose, on trace la tangente à la courbe, et on détermine on trace la tangente à la courbe de nitrate plutôt, parce qu'elle nous donne directement la vitesse. Donc on a vu les expressions tout à l'heure de la vitesse. Donc si on prend l'ion nitrate, on a vu que V est égal D de la concentration de nitrate sur dt. Donc il suffit de tracer la tangente et ainsi on peut déterminer, en déterminant son coefficient directeur, on détermine la valeur de la vitesse à T1. Compare V0 et VT1, quel est le facteur cinétique ainsi mis en évidence? Donc on a vu que la vitesse diminue en fonction du temps, donc V0 est supérieur à VT1. Le facteur cinétique mis en jeu, c'est la concentration. Donc il y a réaction chimique, les concentrations des espèces en solution diminuent, donc la vitesse diminue. Au bout de combien de temps le système cesse-t-il d'évoluer? Que vaut alors la vitesse de la réaction? Donc il suffit de revenir aux courbes. Donc on constate là qu'après 60 heures, les courbes sont
parallèle à l'axe des temps. Donc les variations des concentrations sont nulles, elles ne varient plus. Donc la vitesse a cessé, ou le système a cessé d'évoluer. Donc c'est après 60 heures que le système cesse d'évoluer. Bon, à peu près. Donc les courbes ne sont pas tracées avec exactitude. Donc on voit les solutions. Donc fin de cours.